Willkommen, bienvenue, welcome pour une nouvelle vidéo Tintin. Aujourd'hui, j'ai pas moins de 12 livres à vous parler, donc on va essayer d'être concis et rapide. J'ai envie de me lancer un petit défi, j'ai moins de 40 minutes sur la carte mémoire, donc il faut que ça tienne dans ce temps-là. Il y a des livres qui sont très anciens, d'autres qui sont plus récents. J'ai fait une pile à côté de moi parce que je les avais mis dans un coin et certains je les avais oubliés. Je les ai mis dans un ordre totalement aléatoire, ça ne sera pas classé en fonction de ce que j'ai aimé, en fonction chronologique ou quoi que ce soit, c'est comme ça vient. Le premier dont je dois vous parler, c'est un livre de la rentrée littéraire que j'ai oublié de vous parler dans mes vidéos. C'est Tout me revient maintenant de Jean-Michel Fortier, j'ai mon téléphone sous les yeux. C'est un court roman qui a été publié dans la maison d'édition La Mèche, qui est une maison d'édition québécoise, qui propose des textes à destination des adolescents, jeunes adultes. Et avec Tout me revient maintenant, on est en 2003 dans la vie d'un jeune homme qui se rend compte qu'il aime, lui, les hommes. C'est tout ce que j'aime, j'ai pas énormément de choses à vous en dire, c'est un roman, j'ai pas envie de dire c'est un roman comme on en a vu plein et comme j'en ai lu plein, mais si un peu quand même. C'est pas forcément étonnant, c'est juste une écriture qui est très précise sur la nostalgie, sur les tabous de l'époque au début des années 2000, sur les questions qu'un jeune garçon peut se poser. Ce jeune homme est fan de Céline Dion, donc il y a Céline Dion qui résonne à chaque coin de page du bouquin. Moi franchement j'ai adoré, je me suis vraiment reconnu, même si en 2003 moi je n'avais que 8 ans, donc je ne me posais pas encore tout à fait les questions du personnage principal qui est lui déjà un peu plus âgé, mais c'était une excellente lecture, une petite maison d'édition canadienne qui fait un travail assez engagé en plus pour le coup, justement sur ces questions d'orientation sexuelle. À mon avis, il doit y avoir dans leur catalogue d'autres romans sur l'identité de genre, etc. Donc je vous recommande grandement d'aller voir soit l'auteur, soit la maison d'édition pour vous faire une petite idée. Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, publié chez 10-18. C'est un roman qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, je l'ai offert à une amie sans même l'avoir lu, et juste après ça, une autre amie me l'a offert à moi, donc je me suis dit c'est un signe, il faut que je le lise. Je pense que vous pouvez peut-être le deviner avec les couleurs sur le bouquin, c'est quand même un truc très bien fait pour l'automne, c'est parfait pour l'ambiance de lecture, un peu cocooning, etc. Je vais pas vous dire que c'est un roman qui est réconfortant, un roman feel good ou qui fait du bien, loin de là. C'est un roman qui moi m'a profondément révolté et je crois que c'est pour ça que je l'ai tant aimé, c'est vraiment un gros coup de cœur, c'est parce que j'étais pleinement engagé dans ma lecture, pleinement engagé aux côtés d'un personnage particulièrement, et j'avais envie de hurler, j'avais envie de m'énerver, de me révolter, j'étais enragé du premier tiers, je pense, jusqu'à la fin. Où vivaient les gens heureux, c'est l'histoire d'une famille qui est composée de Éléonore, ou Éléanore et Cam, qui se rencontrent et décident de vivre ensemble très rapidement en fait. Le premier soir, ils parlent d'avoir des enfants. Vraiment un peu l'histoire idyllique coup de foudre sur laquelle on ne se pose pas trop de questions. Éléonore vient d'acheter une petite baraque, cette baraque totalement perdue au milieu d'un champ où il n'y a pas de voisins très très proches. La petite cabane parfaite, vous voyez, de lecture, de dessin, parce que Éléonore est dessinatrice, illustratrice pour livres. Et son futur mari, Cam, lui, il fait des bols en coupe de bois ou un truc comme ça. Enfin bref, il est artisan, mais ça fonctionne pas trop. Bon an, mal an, comme tous les deux, dès leur première rencontre, ils se sont dit que oui, ils voulaient avoir des enfants. Ils se mettent à avoir un enfant, puis un second, puis un troisième. La famille est donc composée de 5 membres, les 3 enfants. Et c'est l'histoire du délitement de cette famille qui va être racontée par Joyce Maynard. C'est hyper précis sur la psychologie des personnages. Nous, on est surtout du côté de la mère dans tout le roman. Comment la mère voit cette famille se créer quand c'est par sa première grossesse, la seconde, la troisième, la maternité, comment son mari évolue avec les enfants, comment il s'en occupe, comment la charge mentale est divisée dans le foyer, etc. C'est une histoire de vie, une histoire familiale, comme il en existe à mon avis beaucoup, qui est touchée par un drame, on nous le dit, hein, jusqu'au jour où survient un terrible accident. Moi, je l'avais pas forcément vu venir, je savais pas de quel côté ça allait arriver, comment ça allait se passer. J'ai adoré, franchement, j'ai adoré. Je vous dis, le fait d'être pris pleinement dans la lecture, c'est quelque chose qui m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. J'avais vraiment envie d'y retourner très très régulièrement. Une excellente lecture, j'ai adoré ce que Joyce Maynard propose avec ce bouquin. Je crois que tout le monde dit que c'est quand même un de ses meilleurs. Il y a quand même pas mal de... C'est pas de la violence psychologique, mais des mécanismes de notre système hétéropatriarcal qui sont vraiment exacerbés dans ce roman. Quelque chose qui peut donc déranger à la lecture, je pense. Quand on voit, je vous dis, toutes ces questions de charge mentale, de comment le foyer vit et évolue, ça peut mettre en rogne. Et c'est exactement ce que ça a fait, et je pense que c'est en partie ce qui m'a fait beaucoup apprécier ce roman. Donc, je vous le recommande grandement. Je crois que je dis ça très régulièrement, je vous le recommande grandement.
Le problème avec le jus d'orange, c'est qu'au bout de 2 livres, j'ai déjà terminé. Je crois que c'était une lecture commune du cabinet de lecture. J'ai lu Alexis de Marguerite Yourcenar. C'est suivi du Coup de grâce, mais je n'ai pas lu le Coup de grâce. Je me suis limité à Alexis, qui est aussi sous-titré Le traité du 20 combat et qui a été écrit assez tôt, je crois, enfin assez tôt, il y a longtemps. 1929, donc c'est un roman de 1930. De Marguerite Yourcenar, j'avais déjà lu Les Nouvelles Orientales, je crois, dans la collection L'Imaginaire de Gallimard, que j'avais plutôt bien apprécié, mais ça fait longtemps, j'ai très peu de souvenirs, mais ça m'avait permis de me donner envie. Et je suis un peu intimidé par les mémoires d'Adrien et par... Elle en a un autre, je crois, Noir quelque chose, non? Le roman au noir? Je confonds avec Duras peut-être. Non, l'œuvre noire a obtenu à l'unanimité le prix Femina en 1968. L'œuvre noire, je ne l'ai pas lu non plus. Enfin bref, c'est ma deuxième lecture seulement du traité du 20 combat d'Alexis. Le roman en fait se compose d'une longue lettre écrite par Alexis, le personnage principal, à sa femme, qui lui explique qu'il n'arrive pas à l'aimer parce que Alexis est homosexuel. Alors, jamais le terme d'homosexualité est abordé dans le texte. C'est un roman qui est écrit en 1929, mais qui en plus se passe en Autriche, très prude, très puritaine, très religieuse, au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale. Donc vraiment, que ce soit le contexte d'écriture ou le contexte dans lequel se passe le roman, ne se prête pas au fait de pouvoir mentionner ce genre de choses. C'est parfois dur à lire, c'est quand même assez écrit, très écrit. J'ai pour autant bien aimé car il y a une économie de mots, une économie de pensée, de sentiments. La lettre fait une centaine de pages, je crois, à peine 120 pages, 130 pages. Et le personnage arrive vraiment pleinement, je trouve, à expliquer à sa femme ce qui l'empêche de l'aimer. Et je dis pas qu'il faut de nos jours écrire des lettres de 130 pages, mais c'est vrai que parfois, prendre le temps d'écrire, prendre le temps d'expliquer, de disséquer un minimum, ça donne des livres magnifiques. Ça donne ce livre que j'ai vraiment trouvé magnifique, que j'ai beaucoup apprécié. Et le plaisir du bon mot est présent. C'est quelque chose qui, moi, me touche souvent en littérature. Pas toujours, des fois ça m'emmerde. Pour le coup, ça a fonctionné. Il y a des passages très très jolis. J'ai mis plusieurs post-it, donc c'est quand même, le texte m'a assez touché. Et par exemple, il y a une belle image de l'homosexualité dans laquelle le personnage dit « J'avais confondu toute ma vie le désir et la crainte. Je ne ressentais plus ni l'un ni l'autre. » C'est un peu ce qui se passe pour tout homosexuel, c'est que souvent notre désir est associé aussi à la peur, à la crainte vraiment physique, ce qui peut nous arriver en tant que personne homosexuelle, les violences, les agressions, etc., mais aussi la crainte d'être rejeté, la crainte de ne pas être accepté. Voilà. Je ne dis pas que j'étais heureux, je n'avais pas assez l'habitude du bonheur, j'étais seulement stupéfait d'être si peu bouleversé. Et voilà, un moment tellement le désir et la crainte se mêlent, on ne ressent plus ni l'un ni l'autre, on est complètement apathique et on ne sait plus à quel sein se vouer, j'ai envie de dire. Il y a aussi ce passage où le coming out, aussi dur qu'il peut être pour soi-même, souvent en tant qu'homosexuel, on se pose la question de comment l'autre va le recevoir, alors que c'est pas forcément le sujet en fait, mais c'est quelque chose qui est très présent, notamment chez les jeunes homosexuels. Si je fais mon coming out, ma famille va avoir l'opprobre va être jeté sur ma famille, d'autant plus au début du 19e siècle, 20e siècle, pardon. Et si j'avais osé et l'autrice écrit « Si j'avais osé me confesser aux miens, ce qu'ils m'eussent le moins pardonné, ça aurait été précisément cette confession. J'aurais mis ces gens scrupuleux dans une situation difficile que l'ignorance leur évitait. J'aurais été surveillé, je n'aurais pas été aidé. Notre rôle dans la vie de famille est fixé une fois pour toutes par rapport à celui des autres. On est le fils, le frère, le mari, que sais-je. Ce rôle nous est particulier comme notre nom, l'état de santé qu'on nous suppose et les égards qu'on doit ou ne doit pas montrer. Le reste n'a pas d'importance, le reste c'est notre vie. » Donc voilà, société de code, société de paraître, société de ce que l'on doit faire voir ou ne pas faire voir. Très bonne lecture, assez, alors je vous dis difficile, mais assez difficile parfois par le vocabulaire et la langue employée, mais quand même assez simple dans le sens où c'est juste une lettre de 130 pages, où donc on peut facilement la lire d'une traite ou rapidement. Je crois que c'était le même mois, j'ai lu La vie devant soi ou de Romain Gary. Alors je sais plus si je l'ai lu ou relu, en fait j'ai vraiment un doute, peut-être que je l'avais commencé ce roman, que je ne l'avais jamais terminé. La vie devant soi, c'est l'histoire de... La vie devant soi, vous savez, c'est Romain Gary, mais c'est signé Émile Ajar, et il a obtenu le Goncourt la deuxième fois. Je crois que c'est d'ailleurs le seul auteur du coup qui a obtenu le prix Goncourt 2 fois parce qu'il a publié celui-ci sous un pseudonyme. C'est l'histoire de Momo qui vit dans une pension de famille tenue par Madame Rosa, enfin dans une pension, Madame Rosa
à des enfants en garde, des enfants des services sociaux, de l'aide sociale, pour gagner un peu d'argent. Et Momo, elle l'a depuis très longtemps. Et vraiment, il a grandi avec elle. Et Madame Rosa, c'est même presque plus qu'une mère. C'est un amour qui ne s'explique pas vraiment. Il n'y a vraiment rien de vicieux ou de malsain entre ces deux-là, mais c'est un amour très fort qui lie Madame Rosa et Momo. Amour tellement fort qu'ils se permettent des vacheries, qu'ils se permettent de mal se parler, de s'envoyer chier. Madame Rosa, c'est un peu voilà, la grosse matrone, bourrue, qui est rompue par l'effort. Elle est souvent décrite comme une dame très imposante, très costaude, qui a du mal à se déplacer, qui est âgée, qui souffre beaucoup d'un état de santé. Enfin voilà, un peu presque comme un monstre qui vit dans sa grotte avec tous ses enfants autour d'elle, dont elle s'occupe plus ou moins. Madame Rosa a connu la guerre. Madame Rosa est juive et elle a connu les rafles, elle a connu le judaïsme et elle est encore très traumatisée par cette histoire. Et Momo l'aide un peu dans ses traumas post-traumatiques, ou du moins à éviter que ces traumatismes prennent trop d'importance dans sa vie et l'handicap. C'était une très belle histoire d'amour une histoire d'amour. Pour moi, c'est une histoire d'amour entre Momo et Madame Rosa. Un amour qu'on n'explique pas forcément, qu'on ne veut pas... un amour que l'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qui est très profond. Une amitié amoureuse entre ces deux personnages, une amitié filiale, et ça se lit très bien pour le coup. Je ne sais pas en quelle année a été publié le roman, ou forcément dans quelle année il se passe, mais il y a de l'argot parisien un peu vieillot, mais qui ne m'a pas gêné à la lecture et qui m'a fait passer un bon moment. Autre découverte de cette année qui me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est les aventures de China Iron, Gabriela Cabezon Camara, publiée chez 10-18. C'est une autrice qui est argentine, si mes souvenirs sont bons. En tout cas, je pense parce qu'elle reprend un grand classique de la littérature argentine qui est Martin Fierro. Martin Fierro, c'est un grand poème, une grande épopée très célèbre en Argentine, mais dont je n'avais jamais entendu parler, qui est l'histoire d'un cow-boy, enfin pas d'un cow-boy, mais d'un mec qui a une femme et qui traverse l'Argentine et qui, je crois, se combat contre les autochtones et les indigènes, tout ça. Et là, en fait, ça va être l'histoire de sa femme, China Iron, que Martin Fierro abandonne à chaque fois qu'il part en expédition, tout ça. Et un beau jour, China Iron décide, elle aussi, de prendre la route et de partir. Et elle rencontre Liz. Liz, c'est une vieille Britannique qui est arrivée en Argentine pour... coloniser, en tout cas pour établir un village, créer sa marque dans le pays. Elle est donc bourgeoise, noble, avec de l'argent. Et même si elles ne se comprennent pas au début, China Iron et Liz, qui s'appelle Elisabeth, vont faire route ensemble, vont apprendre à se découvrir et vont apprendre à s'aimer, car en fait elles vont tomber amoureuses l'une de l'autre. China Iron est mariée avec Martin Fierro, mais par obligation. Elle n'est jamais vraiment tombée amoureuse de cet homme. Elle est lesbienne, et avec Elisabeth, qui est plus âgée qu'elle, elle va découvrir l'amour lesbien sur fond de Far West et de conquête des terres un peu oubliées en Argentine. C'est pas... L'écriture est, je vais pas dire floue, il y a quand même beaucoup de descriptions de grands espaces, beaucoup de références à la littérature argentine que je n'ai pas saisies, des passages où il y a un peu plus d'action, des passages où il y a un peu plus d'intrigue. C'est un très court roman qui fait 200 pages. Je dirais pas que c'est indispensable à lire ou quoi que ce soit, mais c'est quand même de la littérature LGBT engagée, contemporaine, d'un pays de l'Amérique du Sud, donc ça a son importance, c'est quelque chose qu'on voit pas partout. C'est une écriture qui est assez particulière, un peu... fantasque, vous voyez, c'est donc du nature writing LGBT un peu what the fuck. Donc pour ça, c'est quand même un bel exercice qui est plus ou moins maîtrisé et réussi et qui permet de passer un très court moment agréable, car le bouquin fait 200 pages et on est avec des chapitres de seulement 3-4 pages à chaque fois, donc les pages défilent vite. Un roman de la rentrée littéraire que j'ai acheté et lu très rapidement parce qu'en fait j'avais des chèques cadeaux qui allaient arriver à expiration, donc il fallait que je les utilise, et j'ai acheté Amiante de Sébastien Dulude, qui là aussi est une maison d'édition québécoise puisque c'est publié chez La Peuplade et que Sébastien Dulude est un auteur québécois. Dans ce roman, on va nous raconter l'histoire de Steve Dubois qui habite Thetford Mines, qui est une ville entre Montréal et Québec, je crois, ou entre Montréal et Trois-Rivières, mais vers l'est du Québec. Pas vraiment dans un coin où il y a beaucoup de vie, beaucoup de grandes villes au Québec, hein, un coin un peu reculé du Québec. Et Thetford Mines est un village qui vit essentiellement grâce aux mines d'amiante qu'il y a. Ce sont des mines qui embauchent la plupart des hommes, et lui, son père y travaille, son père est conducteur de camion dans cette mine. On va arriver à l'été 1986,
Steve a 9 ans et un voisin s'installe à côté de chez eux, enfin des nouveaux voisins s'installent à côté de chez eux et leur enfant a le même âge que Steve, ils vont aller à l'école ensemble. Donc c'est vraiment un premier roman, pardon. Un premier roman sur les histoires d'amitié entre deux enfants, comment ça peut être cruel le groupe, comment ça peut être aussi très beau les liaisons entre deux hommes, enfin entre deux jeunes garçons. Il n'est pas question d'homosexualité, c'est vraiment des amitiés masculines, l'influence des uns sur les autres, comment cela évolue. Au milieu du roman, il se passe quelque chose parce que le roman est coupé en deux parties. Je me nourris du bon feu et la seconde partie, j'éteins le mauvais, qui est vraiment presque en plein milieu du livre, hein, moite-moite. L'événement arrive à ce moment-là et ensuite on continue à suivre Steve Dubois, mais dans un autre registre. Un jeune homme qui vit avec un père plutôt violent, qui a vraiment envie que son jeune garçon soit le petit mec hétéro, voilà, un peu castagneur, bagarreur et tout ce que vous voulez, alors que lui, il a des hobbies, des passions, il fait des choix que en 1990 on qualifierait d'homosexuels, des orientations dites féminines, non viriles, non virilistes. Et donc ça agace le père qui le pousse à faire de la moto, qui le pousse à faire du sport, tout ça, alors que Steve Dubois n'a pas envie de tout ça. J'ai beaucoup aimé, l'écriture est très particulière, vraiment il y a beaucoup de poésie, l'auteur avant d'écrire ce premier roman a écrit 3 recueils de poèmes, ça se sent, c'est une littérature de la poésie, une prose où on s'exalte un peu parfois de quelque chose, mais en tout cas c'est surtout pas vraiment des métaphores ou quoi, c'est des mots très bien choisis, des adjectifs un peu dissonants, décalés par rapport à la prose du texte, des associations d'idées qu'on ne penserait pas forcément à faire. C'est surtout en ça, je trouve, que réside la poésie de Sébastien Dulude. J'allais dire Steve Dubois, mais parce que Sébastien Dulude a grandi, je ne sais pas si c'est à Thetford Mines, mais dans un village très similaire. Je crois qu'il y a une part d'autofiction dans le roman. Il est né en 1976, on nous dit qu'en 1986, le personnage a 9 ans, donc vous voyez, ça colle plus ou moins. La mine, c'est la violence sur certains parents, puis la violence sur certains enfants. La mine, c'est l'isolement des enfants, et l'isolement, c'est l'ennui, et l'ennui, c'est la violence qui m'a enlevé mon ami. C'est aussi un roman très social, très ancré dans le social, où, comme je vous le dis, ce père violent, ce père un peu taciturne et sombre, il subit aussi, lui, une pression sociale et économique en tant qu'ouvrier dans la mine. Donc en cela, ça rejoint un peu Émile Zola, ça rejoint un peu Édouard Louis. Enfin, vous voyez, il y a un roman qui est quand même très ancré dans le social, mêlé à de la littérature de l'intime, où la fiction ne prend pas le pas sur l'autofiction ou sur l'essai ou sur la critique sociale. Tout est savamment dosé et équilibré. C'est ce qui m'a fait adorer ce texte. Et en plus, vraiment, le travail éditorial de chez La Peuplade, moi je suis fan, que ce soit par le format, la couverture, la qualité du papier, il y a une petite illustration, la typographie, la police d'écriture, il y a des variations dans la police d'écriture tout au long du roman, j'ai adoré. Ce que j'ai aimé aussi, j'ai lu Les Étés de l'homme nu de Florian Bardou dans une petite maison d'édition que je ne connaissais pas, c'est Lunatique. Florian Bardou, il est journaliste chez Libé et il a fait une lecture à Reims de certains de ses poèmes dans l'association homosexuelle rémoise, en tout cas dans l'association qui défend les personnes et les droits LGBT à Reims. Une lecture de poésie à voix haute a été organisée et donc il y avait Florian Bardou qui a plus lu des romans de son précédent recueil, car celui-ci, je crois que c'est le 3e, le précédent qui s'appelle Club, qui s'intéresse beaucoup plus à la musique, à la fête, parce que l'auteur est un fêtard, l'auteur aime bien faire la fête, aime bien sortir, danser. Donc il y a consacré un recueil entier. Et là, Les Étés de l'homme nu, c'est vraiment un recueil qui est beaucoup plus solaire, car il raconte des vacances qu'il a passées avec d'autres amis sur une île naturiste. Et donc c'est de la poésie sur le naturisme, mais aussi sur les garçons, sur les corps nus des garçons. Une poésie qui respire le soleil, qui respire pas la lassitude, mais la langueur de l'océan, la langueur de l'île, la vie insulaire également. Et quand je vous dis que l'auteur aime beaucoup la musique, le rythme, il écoute de la techno, je crois, enfin tout ça, ça se ressent beaucoup dans les premiers poèmes, qui sont des poèmes qui sont très martelés, avec beaucoup d'anaphores, beaucoup de répétitions, qui reviennent comme une musique, comme un refrain incessant. Et donc, vraiment, je crois que c'est 4 ou 5 poèmes, les 4 ou 5 premiers poèmes, je sais plus, se répondent vraiment et respectent plus ou moins les mêmes codes qui nous font entrer dans une espèce de transe que j'ai vraiment beaucoup apprécié.
Donc je sais pas si je lirai les autres recueils. Là j'ai acheté celui-ci parce que c'était l'occasion qui faisait le lardon, comme dirait la quiche, mais why not coconut? Là c'est une très vieille lecture, qui date du mois d'août, et je vous en avais pas parlé parce que j'en ai parlé uniquement en vlog. J'ai lu Espèce dangereuse de Sergueï Chikaloff au Seuil, qui a été publié en janvier 2024, donc c'est assez récent. Merci Catherine d'ailleurs qui me l'a acheté pour mon anniversaire. J'ai beaucoup aimé. Sergueï Chikaloff, c'est un auteur russe qui habite en France maintenant, je crois. Né en Russie en 1986 d'une mère biélorusse et d'un père russe. Passionné par la culture française dès l'adolescence, il poursuit ses études en linguistique et traductologie à Moscou avant de s'installer en France en 2016. Et en gros, ce bouquin raconte l'histoire, c'est de la non-fiction, c'est pas forcément un essai, mais un récit de l'homosexualité en Russie avant l'arrivée du duo Poutine-Medvedev au pouvoir, et encore même au début de l'arrivée de Medvedev au pouvoir. C'est un pays qui était beaucoup moins LGBTophobe que ce qu'il est à l'heure actuelle. C'est un moment de la Russie où on a presque même cru à une libération des orientations sexuelles, à une libération des droits LGBT, où on pouvait se procurer du contenu homosexuel beaucoup plus facilement, et qui, forcément, après l'arrivée de Medvedev et de Poutine au pouvoir, s'est vu régresser de jour en jour. Et donc c'est ce point de vue de Sergueï Chikaloff qui a grandi dans cette période en Russie, c'est-à-dire la fin des années 90, le début des années 2000, je crois que c'est 2002, l'arrivée de Medvedev ou Poutine au pouvoir. Donc mêlé à des souvenirs collectifs et communs parce que l'auteur décide d'écrire son ouvrage, pas forcément la première personne du singulier au jeu, mais avec le pronom personnel « on », qui est donc la troisième personne du singulier, qui est un pronom très ambigu parce que c'est un pronom qui en France appelle le singulier, mais qui est quand même collectif et qui regroupe un groupe de personnes. Donc on n'est pas vraiment dans le « nous » qui est très inclusif. On est dans cet entre-deux de la langue française, dans cette particularité de la langue française. Il y a tout un chapitre sur pourquoi l'auteur choisit d'employer le pronom « on », qui est très intéressant et que j'ai beaucoup apprécié, qui permet vraiment de donner la clé de lecture du bouquin. J'ai été plutôt chamboulé par vraiment cette décennie heureuse en Russie, cette décennie que l'on ne soupçonne pas ou que l'on ne connaît pas, dans lequel on a presque cru un pays progressiste, où on n'avait plus forcément besoin de se tourner vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Occident pour voir des schémas LGBT heureux. Et évidemment, la désillusion. Quelques années plus tard, la fuite vers Paris pour l'auteur, mais vers d'autres pays pour les Russes, ou alors même ceux qui décident de rester ou qui tentent de rester. C'est hyper intéressant, c'est hyper riche, c'est hyper bien écrit. C'était une lecture très impactante qui m'a soufflé, je l'ai lu d'une traite. J'adore voir cette perception de l'homosexualité et également cette perception d'un pays que l'on ne soupçonne plus du tout, encore moins, depuis les répressions de plus en plus nombreuses envers les personnes homosexuelles, que ce soit en Russie, en Biélorussie ou dans d'autres pays sous influence russe. Un texte que l'on m'a prêté il y a plus d'1 an et que je n'avais jamais lu, c'est Mathieu Riboulet, Lisière du corps. Je ne vais pas vous en faire un speech bien trop long parce que c'est un texte de 70 pages qui se compose de 6 portraits. Mathieu Riboulet, c'est un auteur, je ne sais pas s'il est encore vivant. Je ne crois pas, j'ai un doute. Je m'excuse si je l'enterre alors qu'il n'est pas enterré encore, mais en tout cas, je crois qu'il est mort. C'est un auteur homosexuel, très engagé sur le militantisme politique très à gauche, plutôt à gauche. Et Lisière du corps, c'est donc 6 portraits d'hommes que l'auteur fait. Alors il y a un acrobate, il y a un peintre, je crois, un homme qui vit seul et qui travaille dans la forêt, on l'a même en photo. Et en fait, le texte sur cette photo, c'est vraiment une description très longue de, je sais plus, presque 10 pages de cette photo. C'est une écriture que je ne connaissais pas et qui m'a ravi parce que je pense qu'on ne fait pas de Mathieu Riboulet quand on ne s'appelle pas Mathieu Riboulet. Ça rejoint presque Sébastien Dulude sur les termes employés, sur les associations d'idées. C'est complètement de la poésie en prose. Je sais que c'est assez niche, que ça ne plairait pas à grand monde, qu'il faut vraiment être dans un délire peut-être un peu intello, bobo, branlette de neurones pour apprécier.
ça a satisfait ma curiosité et mon goût pour cette littérature à ce moment-là. C'est chez Verdier, qui est une maison d'édition que j'apprécie, et j'avoue que ça m'a pas déplu de me rincer l'œil sur ce jeune homme accompagné de son chien dans la forêt. Une lecture bien plus récente que je n'ai pas du tout appréciée, qui est Paula Hawkins, L'heure bleue, qui est le nouveau thriller de Paula Hawkins, qui est une autrice qui a eu un immense succès avec La fille du train, et dont on n'a plus trop entendu parler avec ses romans suivants, Au fond de l'eau, Celle qui brûle, et puis L'heure bleue. C'est du thriller domestique très grand public. En gros, on va suivre une femme qui est médecin et qui est l'exécutrice testamentaire d'une grande artiste contemporaine. Elles ont vécu ensemble, ces deux femmes, pendant très longtemps. L'artiste était malade sur la fin de sa vie, donc la docteure s'est installée chez elle, sur une île qui est très difficilement accessible parce que c'est un peu comme le Mont-Saint-Michel, en fait il y a juste une route qu'on peut prendre que quand c'est à marée basse, et le reste du temps l'île est complètement coupée de la civilisation, il n'y a que cette maison, donc la docteuresse s'installe chez l'artiste et elles ont vécu très longtemps ensemble, sauf que quand elle décède, en gros, toutes ses œuvres doivent revenir à une galerie, car dans son testament, elle a fait vœu de donner ses œuvres, son œuvre à cette galerie. La docteure coupe un peu les ponts, car c'est elle qui doit exécuter ce testament, mais elle n'a pas envie de donner toutes les œuvres à la galerie. Et donc, il y a une intrigue qui s'installe là-dessus. L'autrice a voulu donner un peu une couleur gothique à son roman. Pour cela, elle invoque Daphné du Maurier au moins 3 ou 4 fois, avec Les Oiseaux, avec Rebecca et Ma cousine Rachel. Elle cite les romans, elle cite des passages des romans ou des nouvelles. Elle veut faire du Daphné du Maurier, mais avec une écriture qui peine. Beaucoup de vide, beaucoup de vent concentré dans toutes les pages. Vous dites, mais pourquoi t'as lu ça? En fait, j'avais contacté Sonatine pour recevoir un livre qu'ils ne m'ont jamais envoyé, et j'ai reçu celui-ci bien longtemps après, plus d'1 mois après, dans le cadre d'un envoi presse. Je pense qu'ils ont envoyé le bouquin à plein d'influenceurs, plein de chroniqueurs littéraires, et j'en faisais partie. Donc je ne l'ai pas demandé, je me suis dit, j'ai jamais rien reçu de Sonatine, c'était la première fois que je l'ai contacté, je vais faire l'effort de lire le bouquin. Bien mal m'a pris parce que je me suis ennuyé, et la fin, j'ai pas du tout apprécié la fin. C'est une fin qu'on peut considérer un peu comme ouverte, et ça m'a fait chier que, pendant 400 pages, je me fade une histoire policière avec une intrigue qui, à la fin, est à peine résolue, ou en tout cas, pas comme moi je l'attendais. Et un autre texte que je n'ai lu qu'à moitié, et je vous en reparlerai peut-être quand je lirai l'autre moitié, mais c'est L'enfance du monde de Michel Nieva, qui vient de sortir chez Christian Bourgois dans la collection Chimère, qui est leur nouvelle collection imaginaire. C'est suivi d'un essai qui s'appelle La science-fiction capitaliste, et c'est ça que je n'ai pas lu. En fait, j'ai lu que le roman court, la nouvelle, mais j'ai pas encore lu le petit essai. C'est un roman donc de 170 pages qui se passe en 2400, je crois, 2200, je sais plus, plusieurs centaines d'années après notre ère, où des parties du globe ont complètement disparu. L'Argentine, parce que c'est un roman qui est traduit de l'espagnol argentin et qui se passe en Argentine, est réduite à une bande de terre très petite parce que l'océan a englouti le reste de l'Argentine. Et on va suivre un enfant dingue, l'enfant dingue, D-E-N-G-U-E, un enfant moustique. En fait, c'est un moustique qui fait la taille d'un humain, qui va à l'école avec d'autres enfants plutôt considérés comme normaux, en tout cas humanoïdes comme nous. Et cet enfant moustique est forcément rejeté, forcément décrié par ses camarades parce que différent. C'est une époque où on connaît beaucoup d'épidémies. Il y a carrément une partie de la finance qui s'attarde à la spéculation épidémiologique. Je sais plus. Enfin, il y a vraiment toute une spéculation autour des médicaments, autour des maladies. On cherche des maladies pour pouvoir investir sur des potentiels remèdes ou des potentiels laboratoires. Il y a toute une spéculation là-dessus et on est presque content quand une nouvelle épidémie se déclare parce qu'on va pouvoir se faire du fric. C'est le propre de ce roman. C'était très spécial en fait. Il y a plusieurs histoires qui se mêlent les unes dans les autres. S'il ne s'était pas passé ça, ce personnage aurait pu devenir ceci et faire cela. Et donc on développe l'histoire d'un personnage que l'on pensait décédé. Et ça se mêle. Il y a aussi tout un jeu entre la réalité et le virtuel avec des jeux vidéo très forts, très immersifs, etc., dans lesquels des joueurs se plongent totalement grâce à des casques de réalité virtuelle, des jeux qui sont en plus pour le coup racistes car ils
Ils font l'apologie des cow-boys contre les Indiens et de ces guerres de religion qui ont touché le monde avant même notre époque. Nous, genre là, au cours du XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et donc vu que là ça se passe plusieurs décennies plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, c'est vraiment quelque chose de révolu que l'on n'a pas connu, des mondes hyper connectés, enfin bref, c'est hyper novateur, c'est de la science-fiction comme moi j'en lis peu, c'est aussi hyper militant et engagé à gauche, je crois que d'ailleurs c'est comme ça qu'on décrit un peu la plume de Michel Nieva, ou en tout cas l'auteur qu'est Michel Nieva, comme un auteur de science-fiction gaucho-punk. Donc vous savez dans quoi vous vous embarquez en lisant ça. C'est recommandé par Gabriela Cabezan Camara, que je vous ai cité un peu précédemment, par Mariana Enriquez. On nous dit qu'on se situe entre Ursula Le Guin, Philippe Cadic, Junji Ito. Voilà, on convoque quand même des grands noms. Je pense que c'est pas prétentieux, mais que c'est un peu survendu quand même de comparer à Le Guin, Cadic, Junji Ito. Je vois vers quoi on veut nous pousser en disant ça. Oui, c'est de la science-fiction engagée, mais c'est aussi un peu le propre de la science-fiction. Et je pense que c'est ce qui va être abordé justement dans l'essai La science-fiction capitaliste, ou comment les milliardaires vont nous sauver de l'apocalypse. Ça, j'imagine que c'est évidemment un sous-titre assez cynique, donc quand j'aurai relu l'essai, je vous en reparlerai probablement. J'espère que ce petit gros point lecture vous aura plu, que ce n'est pas trop indigeste. En tout cas, si c'est le cas, je vous invite à le liker, le faire voyager, le commenter, le partager. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner, et je vous souhaite comme toujours d'excellentes lectures, d'excellentes découvertes, et d'être heureux.